Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans La Voix est libre, notre émission, votre émission politique consacrée, vous le savez, depuis déjà plusieurs mois aux élections municipales. Et aujourd'hui, nous allons conjuguer ces élections au féminin, puisque vous le savez, nous sommes le 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Alors, j'aurais tendance à dire que, et on va y revenir dans quelques instants avec ma consoeur que je vous présente tout de suite, en l'occurrence, qui est Delphine Garneau. Bonjour. Vous êtes donc dans le cadre du partenariat avec France Bleu, vous êtes avec nous. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Cela ne fait que 70 ans que les femmes ont eu le droit de vote en France. Alors pour les jeunes générations qui nous écoutent et qui nous regardent, cela peut paraître ancien. En fait, à l'époque, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous étions déjà très en retard par rapport au reste du monde et en particulier des pays dits développés. Alors ça, c'est la première raison importante pour laquelle on va parler de politique aujourd'hui. Et puis la deuxième, vous le savez, il y a des changements qui interviennent au niveau du mode de scrutin. On va y revenir avec vous, Delphine, notamment pour les villes de plus de 1000 habitants et non pas seulement pour les villes de 3500 habitants. Donc j'ai beaucoup de plaisir à accueillir nos invités que je vais vous présenter tout de suite par ordre alphabétique, et puis après il faut que vous sachiez un petit peu les règles du jeu. Nous avons fait un tirage au sort juste avant cette émission qui va déterminer un ordre de passage et de questionnement. Donc celle qui parle en premier va évidemment pas être celle qui va terminer donc le débat. Ça va de soi, vous allez très vite le comprendre. Par ordre alphabétique, je commence par vous, Christine Astier, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez l'UDI et vous êtes candidat à Rouen. Exactement. Je suis sur la liste de Patrick Chabert. Très bien. À vos côtés, Nadine Lahoussen, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez le Parti communiste et vous êtes candidate au Havre. Candidate au Havre sur une liste de rassemblement, le Havre à cœur, qui est conduite par Nathalie Naï, une femme. On est dans la pratique. Vous avez raison de le dire, parce que finalement, il n'y a pas tant de têtes de liste que ça au féminin. Et on va y revenir dans quelques instants. À vos côtés, Julie Lesage, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez le Parti socialiste et vous êtes candidate à Grand Couronne. Oui, tout à fait, sur une liste de rassemblement de la gauche également. Là, finalement, on a deux têtes de liste communistes, hein, déjà. On est d'accord. Face à vous, Isabelle Gilbert, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez le Front National et vous êtes candidate à Elbeuf. À Elbeuf, avec Nicolas Baer. Très bien. Marie-Hélène Roux, bonjour. Bonjour. Alors vous représentez l'UMP et vous êtes également candidate à Rouen, mais pas sur la liste de Mme Astier. Non, je suis sur la liste de Jean-François Bure, donc, qui est une liste de rassemblement UMP, Modem et des gens avec des valeurs centristes. Très bien. Et puis à vos côtés, Laetitia Sanchez, bonjour également. Bonjour. Alors vous, c'est Europe Écologie Les Verts et vous êtes candidate à Saint-Pierre-du-Vauvray. Voilà, je représente les communes rurales de moins de 3500 habitants qui aujourd'hui doivent également appliquer la parité, et je pense que c'est vraiment une très bonne chose pour la démocratie locale. Alors vous allez nous dire si c'est facile, si ça s'est bien passé. Alors je voudrais quand même qu'on dise un mot avec vous, Delphine. C'est vrai qu'il y a encore du travail à faire. Hein. C'est pas facile d'être une femme, et une femme en politique peut-être encore plus, même si les règles évoluent, on vient de le dire. Les communes de plus de 1000 habitants ont depuis cette année des listes paritaires. Ça n'a pas été facile à monter, on l'a vu ces derniers temps, notamment en préfecture, il y a eu un petit rush de dernière minute. Mais ça a le mérite de faire rentrer les femmes dans les conseils municipaux, jusque-là pas toujours présentes. Et surtout, il faut savoir si elles vont être à des postes décisionnels, ces femmes. Et puis, est-ce qu'il y a des têtes de liste femmes, et est-ce que ces femmes vont se présentent dans des villes prenables? Ça, c'est une question qu'on va pouvoir poser à nos invités, Philippe. Alors, juste avant, une petite précision. Ceux qui ont l'habitude de regarder La Voix est libre n'ont pas obligatoirement l'habitude de nous voir dans un tel contexte. Je rappelle quand même, si vous ne le savez pas, que nous sommes en direct depuis le Théâtre des Arts Rouen, région Haute-Normandie, qui nous accueille très gentiment et de façon très performante comme d'habitude. Je remercie ses responsables. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par vous, Laetitia Sanchez, puisque vous avez été tirée au sort en premier. Alors, est-ce que c'est facile d'organiser dans une ville, puisque vous représentez les villes entre 1000 et 3500 habitants, qui sont obligés, comme le disait Delphine tout à l'heure, d'avoir également des listes parfaitement paritaires? Est-ce que ça a été facile de mettre sur pied une liste de cette façon? Il me semble qu'aujourd'hui, finalement, l'anomalie, c'est de voir des listes qui ne sont pas paritaires dans les communes de moins de 1000 habitants. C'est vrai qu'on est presque choqué aujourd'hui de voir ces photos masculines. Certains Cassandre avaient pu prétendre qu'il serait difficile de présenter partout des listes à cause de cette contrainte de la parité. Or, ça n'est pas le cas. Dans la région, chaque commune a pu présenter des listes avec cette contrainte de la parité. Donc, quand on s'en donne les moyens, c'est possible, la parité. Il faut vraiment tendre vers cet objectif pour une parité
évidemment de résultats pour que la vie politique, comme la vie des entreprises, comme la vie culturelle, comme la vie des médias, soit représentatif de l'ensemble de la population. Donc les femmes, évidemment, sont plus de la moitié de cette population, doivent être représentées, même si pour l'instant elles restent une minorité au sens politique. Il faut leur donner la visibilité qu'elles représentent dans la société. Et concrètement, justement, dans votre petite commune, est-ce qu'on a réussi à les trouver, ces femmes, facilement? Oui, et c'est très revigorant, et pour nos concitoyens dans le village, de voir que finalement toute la population est représentée, et puis que des gens qui ne sont pas du tout professionnels se lancent pour un conseil municipal, se lancent pour un programme concret d'action pour le village. Finalement, c'est quelque chose qui est dynamique pour la vie citoyenne, ça c'est indéniable. On va se tourner maintenant vers vous, Nadine Laussen. Il y a déjà une question. Vous savez que, je le dis pour nos téléspectateurs, vous pouvez intervenir, vous pouvez réagir, vous pouvez poser des questions. Vous contactez notre service qui vous permet d'intervenir par le hashtag ou dièse LVELHN. Et là, on a une question. Les femmes sur les listes, est-ce que c'est un prétexte ou une réponse à une réelle volonté des partis politiques ? Pour nous, il n'y a pas photo. On a, y compris dans une vraie expérience sur ce sujet-là. Le Parti communiste présentait déjà des femmes quand elles n'avaient pas le droit de vote. Mais bon, ça, en effet, c'est des choses passées. Aujourd'hui, on voit avec Le Havre qu'on ne fait pas non plus semblant en choisissant une tête de liste femme, Nathalie Naille, havraise, engagée de cœur, qui connaît sa ville sur le bout des doigts et qui est à l'écoute des habitants, alors que la possibilité de battre la droite aujourd'hui est réelle dans notre ville. On voit que ce n'est pas un jeu. On est dans la cour des grands et pour du vrai. Pardonnez-moi, Madame Laussen, mais c'est vrai que pendant longtemps, au Havre, c'est plutôt des hommes qui menaient le combat pour le Parti communiste. Peut-être, mais en même temps, on est par exemple Monsieur Daniel Paul. Bien sûr, c'est aussi lié à l'histoire, mais en même temps, dans notre grande ville, parce que c'était à l'époque une ville de 200 000 habitants, maintenant 175 000, il y a des conseillers généraux, et pour notre organisation politique, la parité existait avant l'obligation de parité. On a autant de femmes élues conseillères générales que d'hommes. Donc voilà, encore dans la pratique. La parité, ce serait plus facile au Parti communiste alors ? Je sais pas, c'est encore un combat comme tous les sujets, mais on a l'avantage d'être à la fois porteur de cette exigence de la représentation féminine et en même temps être porteur de projets qui engagent des changements réels pour la vie de tous les habitants et notamment des femmes. C'est pas seulement un affichage. Madame Roux, comment ça se passe au niveau de l'UMP ? Je me suis livré un petit calcul. Sur 70 communes de plus de 3500 habitants en Seine-Maritime et dans l'Eure, il n'y a que, entre guillemets, 28 femmes qui sont tête de liste. Et pardonnez-moi de le dire, en particulier en ce qui concerne votre formation, mais peut-être aussi parce que vous êtes plutôt dans l'opposition, dans une région qui est fortement ancrée à gauche. C'est pas toujours des places gagnables. Et vous êtes bien placé pour comprendre ce que je dis, parce qu'on vous a envoyé au charbon, si vous me passez l'expression, notamment pour les élections municipales ou aux législatives, dans d'autres temps, dans des secteurs qui n'étaient pas évidents pour vous, franchement. Oui, non, mais c'est un fait certain. Dans la circonscription dans laquelle je me suis présentée à 2 reprises, c'était une circonscription que j'ai mis en ballottage à chaque fois. C'était une circonscription extrêmement difficile pour la droite. Ceci dit, pour autant, on me l'a proposé, on ne me l'a pas imposé. Et j'avoue que ça m'a permis de faire mes armes en politique. Et c'est extrêmement formateur, justement, dans une circonscription aussi verrouillée. On vous l'a proposé, c'est ça ? Oui, on ne me l'a pas imposé, tout à fait. Et est-ce qu'après, on peut vous récompenser parce que justement, vous êtes engagé dans cette circonscription ? Alors, récompenser certainement, puisque après, j'ai mené d'autres combats, comme vous le savez. J'ai été engagée au régional, au cantonal, aux européennes, donc effectivement, et bien sûr au municipal. Madame Astier, c'est à vous de parler. Comment ça se passe à l'UDI ? Alors, on va préciser, on va donner des bonnes notes, c'est vous et c'est vous. C'est le PS et l'UDI, ou divers droites, qui ont le plus de femmes tête de liste, si on fait un petit calcul rapide. Alors les écarts ne sont pas très importants, mais encore une fois, 28 sur 70 communes de plus de 3500 habitants, il y a encore du travail à faire. Absolument, mais vous savez, nous avons dans notre équipe Madame Morin-Desailly, qui est la seule sénatrice de Haute-Normandie. Dont on avait dit qu'elle aurait pu être tête de liste d'ailleurs à Rouen. Absolument, tout le monde sait pourquoi elle est que numéro 2, mais elle est toujours avec nous et aujourd'hui elle est très en avant et elle soutient Patrick Chabert comme toute l'équipe.
C'est pour cela, donc, peut-être qu'il y a plus de femmes du côté de l'UDI aujourd'hui. À l'UDI, sur la liste, il y a autant de femmes que d'hommes. Non, je veux dire, mais dans l'équipe, effectivement, les femmes sont présentes, comme toute la société rouennaise. Nous sommes la liste peut-être la plus diversifiée qu'il soit. Et les femmes, comme vous le savez, elles sont toujours présentes, mais elles n'ont pas peut-être courage de se présenter, de participer à la vie politique. Et comme vous dites, M. Goudet, ce sont des choses faites, le changement est en cours. Bon, alors on va s'adresser maintenant à vous, Mme Gilbert. La présidente de votre mouvement, par définition, est une femme, c'est Marine Le Pen. Pas tant que ça, finalement. En France, maintenant, on se souvient de la façon dont elle est arrivée, j'allais dire, à la tête du Front National. Ça n'a pas toujours été très facile. Et on disait à l'époque, alors vous allez peut-être dire le contraire, qu'il y avait un petit peu de machisme quand même dans votre parti. C'est vrai, ça ? Et du machisme, on en retrouve partout, pas forcément au Front National. Hein. Mais on a quand même effectivement la seule femme qui soit présidente de parti. On a la parité absolue au niveau des députés avec Marion Maréchal Le Pen. Hein. Les femmes sont mises en avant, alors que et nous avons respecté pendant les législatives la parité absolue. Avec les Verts, nous sommes les seuls partis. Les communistes n'étaient pas tout à fait, les socialistes encore moins. Alors que nous sommes contre la parité. Je veux dire, une femme s'engage en politique parce qu'elle le désire. Non pas parce qu'elle est obligée de le faire, non pas parce qu'on a décidé qu'il fallait des quotas de femmes, une femme, un homme. Pour moi, c'est un peu absurde. Hein. Et c'est facile à trouver des femmes qui veulent s'engager aux côtés du Front National ? Au niveau des listes, des 21 listes que nous avons montées sur la Seine-Maritime, hein, il y a des listes qu'on aurait pu faire avec plus de femmes que d'hommes. Hein. C'est variable, hein, mais les femmes sont plus courageuses en politique que les hommes. Hein. C'est mon avis. Alors, on termine par vous, Madame Lesage. Vous, je disais, vous êtes plutôt bien placée avec 9 têtes de liste en Seine-Maritime. On va y revenir par rapport au cumul des mandats, parce que j'ai une question un petit peu méchante à vous poser, mais on va attendre un petit peu. Hein, on va aller un peu plus loin. Donc, au niveau du Parti socialiste, le Premier ministre est le premier ministre de la Ve République à avoir appliqué au niveau de son gouvernement la parité absolue. Alors maintenant, il y a aussi une enquête qui vient de sortir qui montre que c'est bien les ministres parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est visible. Et puis derrière, les chefs de cabinet, les directeurs de cabinet, les hauts fonctionnaires. Alors là, c'est un petit peu plus difficile. Et en particulier, la majorité, elle est quand même très masculine. Oui, alors en effet, pour nous, au Parti socialiste, les femmes ont toute leur place. C'est aussi un président de la République socialiste qui avait nommé la première femme Premier ministre, et ça, bien avant la mise en œuvre de la loi sur la parité. Si on prend l'exemple de nos députés pour la Seine-Maritime, sur 8 députés socialistes, 6 sont des femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez marquant pour ces élections. Au Conseil général également, l'exécutif est paritaire et le groupe PS, au sein du département également, est féminisé à plus de 36%, donc plus du tiers. Et ça, même avant l'application de la loi sur les élections cantonales de 2015. Donc on voit bien qu'effectivement, au Parti socialiste, les femmes sont très représentées et ont toute leur place. Est-ce que c'est facile pour elle quand même ? Parce qu'on se souvient d'Édith Cresson, c'était pas facile quand même en tant que Premier ministre. Non, c'est vrai qu'il y a eu des périodes assez difficiles, mais maintenant les choses évoluent et ça paraît plus naturel. Valérie Fournéron a été aussi maire de Rouen en 2008, donc ça, ce sont des avancées majeures qu'il faut noter. C'est vrai que les choses évoluent nettement, donc c'est un peu moins difficile maintenant, je pense. On va rebondir un peu sur ce que disait Mme Gilbert, Mme Sanchez. Est-ce qu'il faut, à tout prix, d'ailleurs c'est une question que Pierre Xavier pose sur notre compte Twitter, les femmes imposées, est-ce une solution ? Il y a déjà eu de grandes femmes sans cette loi. Alors évidemment, je pense qu'on fait allusion à Mme Yvette Roudy, qui a été la première ministre en exercice des droits des femmes. Auparavant, il y avait eu des secrétaires d'État. On pense à Mme Veil, qui a été présidente du Parlement européen. C'est vrai qu'il y a eu des femmes qui ont joué des rôles très importants. Est-ce qu'il faut, à tout prix, imposer la parité ? Alors, on fait allusion, on va y revenir dans quelques instants. Vous parliez des cantonales, Madame Lahoussen, vous avez raison. Le texte de loi va changer aussi pour les cantonales l'an prochain. Il y aura des binômes, femmes-hommes ou hommes-femmes. Certains ne sont pas tout à fait d'accord. C'est quoi votre point de vue à vous ? Mon point de vue, c'est quand même, vous voyez, pour que les entreprises, le milieu culturel, la politique soient représentatifs de l'ensemble de la population, à un moment, c'est vrai que on peut pas miser que, comme je l'entends, sur le courage, le désir des femmes de s'engager. Vous voyez, il y a une sorte de cooptation aussi dans tous les milieux qui favorise un peu une population établie au pouvoir, que ce soit dans les comités exécutifs des entreprises, dans les milieux culturels ou dans la presse ou dans la politique. Et à un moment, il faut quand même
même s'imposer des contraintes, il me semble, pour avoir une parité de résultats. Vous voyez, nous, dans nos instances, moi je suis venue un peu à la politique aussi par le féminisme, dans nos instances internes et externes, nous appliquons la parité et ça permet vraiment de faire émerger des personnalités qui ensuite s'imposent, existent, comme notre secrétaire national Emmanuel Cos. Nous avons les seuls groupes paritaires à l'Assemblée nationale et au Sénat parce que, vous voyez, quand on s'en donne les moyens, eh bien, on a ainsi des élus qui peuvent représenter l'ensemble des concitoyens. Oui, on doit en passer par là pour faire évoluer les mentalités. Et on est autant écouté quand on est une femme dans des instances où il y a beaucoup d'hommes? Voilà, le féminisme, il fait partie de l'ADN des écologistes, donc on ne se pose pas la question. Toutes nos instances sont paritaires et vous voyez, moi je suis secrétaire régionale et on peut faire de la politique en étant une femme tout autant qu'en étant un homme, en conjuguant cela avec la parentalité, avec les contraintes du monde du travail. C'est tout ça qu'il faut faire évoluer ensemble pour que tout le monde puisse faire de la politique. Les hommes partagent le pouvoir? Les hommes, oui, partagent le pouvoir quand on se donne des contraintes qui sont lisibles et acceptées par tous et votées par nos instances. Eh bien, voilà, c'est une discipline de parti que l'on se donne. Madame Lahoussen, au sein du Parti communiste, la secrétaire départementale du PC, c'est Madame Céline Brulin depuis déjà quelques années. Et elle est bien à la tête de votre parti. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je me souviens avoir discuté avec elle à l'occasion d'autres émissions. Elle m'avait dit que c'était pas toujours si évident que ça. Alors, est-ce que les choses avancent? Est-ce que et puis alors, j'ai une question en corollaire de la première. Qu'est-ce qui vous motive? Alors, on a compris. Vous êtes venu par le féminisme et on dit parfois, à tort ou à raison, que les femmes viennent en politique, elles viennent du milieu associatif. Est-ce que c'est votre cas, par exemple? Pas du tout. Moi, je suis féministe aussi. Enfin, c'est vrai que je suis engagée dans de la vie associative parce qu'on est beaucoup comme ça. Mais par rapport à ce que j'entendais, moi, j'ai pas envie de partager un pouvoir. J'ai envie de partager un projet utile. Il y a peut-être un consensus parmi, je pense pas toutes les candidates qu'il y a autour de moi. Mais avant tout, aujourd'hui, est-ce qu'on est en politique pour faire en sorte que ça change pas seulement pour les femmes, mais pour que notre société elle change? Est-ce qu'on continue à laisser faire le monde de la finance? Est-ce qu'on laisse en effet le monde de la finance choisir particulièrement pour les femmes du temps de travail à temps partiel, le fait de la flexibilité, de les inciter à travailler plutôt le dimanche? Moi, c'est ça. Et quand je résous ça, je résous aussi des problèmes. Enfin, quand on résout ça ensemble, on résout aussi les problèmes des hommes. Le monde du travail aujourd'hui, il est dur pour tout le monde. Le monde de la politique est dur pour tout le monde. Quand je vois les affaires, les faux candidats déclarés d'office, une nonagénaire déclarée sur certaines listes à Orléans d'un parti qui est ici, voilà, je pense que le débat il se trouve pas dans cet aspect-là. Quand Céline Brulin dit que c'est difficile, en effet en politique c'est difficile. Aujourd'hui il n'y a pas le statut de l'élu. Aujourd'hui c'est difficile pour un homme ou pour une femme qui travaille dans une banque ou dans le commerce de se dégager. C'est vrai pour une femme. C'est encore plus difficile parce que quand on leur parle, elles se disent mais oui, mais j'ai ma vie privée, j'ai peut-être ma vie associative, il faut que je travaille et en plus je dois faire de la politique. Peut-être qu'il y a une conscience. Et là, moi je rejoins, moi j'ai confiance dans la vie associative pour faire avancer cette question-là. Avant tout, c'est la dépendance. Pour quel projet? Nous, au Havre, on a envie de changer. On a une ville vitrine. On met pas une femme pour une femme. Cette femme-là, elle a un projet, elle a travaillé avec les habitants. Le projet, c'est l'alternative à la casse de notre ville d'aujourd'hui. Voilà, vous avez pris un peu de temps, c'est pas un reproche. Donc c'est au tour de Madame Roux. Alors au niveau de l'UMP en particulier, vous-même, je le sais, je ne trahis pas un secret d'État en disant que vous avez eu un rôle important dans le milieu associatif. Est-ce que c'est ce qui vous a amené à vous engager davantage et à franchir le pas pour faire de la politique? Alors, je voudrais d'abord revenir sur la notion de parité. Effectivement, la notion de parité, en politique, c'était quand même important que la loi ait permis effectivement à des femmes de pouvoir s'engager. Alors, la loi, effectivement, elle pose un certain nombre de principes, mais comme le disaient mes collègues, il faut absolument faire évoluer aussi la société. Parce que la société, on a encore énormément de chemin à parcourir. Est-ce normal aujourd'hui d'avoir des différences salariales? Est-ce normal que des femmes subissent le chômage, subissent le temps partiel? Est-ce normal aussi qu'il y ait autant peu de femmes dans des postes de responsabilité, alors notamment en politique, des maires de grandes villes, des présidentes de conseils régionaux? Voilà, c'est toutes ces questions sociétales qu'il faut aujourd'hui se poser et c'est indispensable.
Alors la notion, comme vous me le demandiez, de la vie associative, c'est effectivement un élément moteur, puisque effectivement moi je suis très engagée dans le milieu associatif, étant présidente des cafés de l'emploi de Rouen, qui permet effectivement de venir en aide aux personnes en recherche d'emploi. Mais cette volonté, qu'elle soit associative, qu'elle soit politique, c'est se mettre au service des gens, et c'est vraiment ça le leitmotiv, qu'on soit homme ou femme. Est-ce que les femmes ne se mettent pas des freins elles-mêmes et hésitent à se lancer en politique? Je ne sais pas si c'est les femmes qui se mettent des freins, mais c'est aussi la société qui ne leur permettent pas toujours de prendre des responsabilités, de s'engager. Et c'est là où nous, on a peut-être des actions à mettre en œuvre à titre individuel. Enfin, moi, je sais qu'au CHU, je suis à l'initiative d'une réflexion qui est déjà fortement engagée sur la mise en place d'une conciergerie dans un milieu, vous savez, qui est extrêmement féminin, l'hôpital, et qui va permettre de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle. Et c'est la même chose dans une commune. Si on permet une plus grande extension des places de crèche, on permet donc aussi à des femmes de pouvoir s'engager et de mieux gérer leur vie professionnelle et familiale. Madame Astier, sur cet engagement. Alors vous, on peut dire aussi que vous êtes très engagé sur le plan associatif depuis quelques années, on peut dire des choses comme ça, et vous arrivez à... C'est votre engagement associatif qui vous a, en quelque sorte, poussé à aller plus loin? Vous savez, dans ma vie, j'ai toujours voulu bien faire et partager mes compétences avec les gens qui m'entourent. Et surtout, ne pas comptabiliser les places sur la liste, mais de dire qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants et pour la future génération. Donc, dans les associations, j'ai quelques responsabilités nationales, mais pour Rouen, je me suis engagée pour être utile, pour faire mieux, pour sortir Rouen de son inexistence, en quelque sorte. Et pour les quotas, pour la parité, je pense que c'est un mal nécessaire. Je ne suis pas forcément pour. Je pense que ce n'est pas une étiquette de parti d'être pour ou contre parité, comme ce n'est pas pour les partis communistes ou une autre être féministe ou pas. Nous sommes les femmes, nous avons le droit d'exister dans la société, mais aussi nous avons besoin de ce coup de pouce pour prendre nos places dans la société d'aujourd'hui. Et vous avez réussi à conjuguer votre vie professionnelle, votre vie politique, votre vie personnelle. Vous êtes très occupé, hein, parce que vous avez des fonctions associatives au sein du CHU, associative depuis très longtemps. D'ailleurs, vous avez été récompensé pour ça. Vous faites beaucoup de choses quand même. Les journées ne l'ont que 24 heures, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs. Absolument. Mais vous savez, je suis déléguée aux relations internationales au CHU pour donner la place à tous les professionnels de notre établissement pour participer à l'action à l'international. Je m'occupe des affaires internationales. Je suis maman d'une fille qui est étudiante à Rouen. J'ai également travaillé dans d'autres fonctions qui m'ont donné l'honneur de porter quelques décorations. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une ville qui a besoin de se réveiller, donc j'ai hésité beaucoup et je suis novice dans la politique, mais je pense que mes compétences dans une équipe qui est l'équipe de Patrick Chabert, qui a composé des gens passionnés et passionnantes, je pense que nous allons beaucoup à faire et que nous allons réussir. Madame Gilbert, là, il y a un tweet là, qui apparaît là. On nous demande pourquoi attendre le 8 mars. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure d'ailleurs, sur est-ce qu'il faut à tout prix la parité. Finalement, est-ce que le but à rechercher, c'est qu'un jour, il n'y ait plus de journée de la femme parce que ce ne sera plus nécessaire. Mais, pas contrairement à ce que vous dites, mais dans le sens de ce que disent vos collègues, est-ce que malheureusement, dans un sens, il ne faut pas malgré tout organiser la parité, organiser une journée internationale des droits de la femme? On pourrait parler de plein de choses. On parle de politique, mais il y a aussi les violences faites aux femmes. Il y a tout un tas de problèmes qui se posent spécifiquement sur les femmes, qu'on n'est pas malgré tout obligé de faire en sorte de mettre en valeur, en perspective, ce que font les femmes et notamment en politique. Oui, je préférerais qu'on estime que les femmes ont un rôle à jouer 365 jours par an et pas juste une journée par an.
sur le rôle de la femme en politique et sur il y a plus de pression sur les femmes peut-être. Moi, je l'ai vu à Elbeuf, là, c'est avec le dépôt de la liste. On est allé voir des candidates du Front National. Le maire sortant est allé les visiter, les a fait appeler pour leur demander si elles étaient bien sur les listes du Front National. Il y a eu une pression mais absolument monstrueuse. J'ai eu des femmes au téléphone qui me disaient mais je sais pas quoi faire. On m'a donné un papier pour que j'aille me retirer de la liste. Plus les femmes que les hommes ou bien plus des femmes seules ou des gens un peu plus âgés qu'on est allé voir. Heureusement que j'avais des femmes courageuses qui ont dit moi voilà j'ai des convictions, j'ai des idées, je suis décidée, je ne bougerai pas, je resterai sur votre liste, je suis avec vous, j'ai signé, je voulais le faire et je ne vais pas changer. Mais il y a des gens il y a des femmes qui sont en situation plus délicate, plus difficile, qui se trouvent dans un logement social, qui ont un travail dans une école, femmes de ménage, et on lui dit, on lui laisse entendre que si elle reste chez nous, peut-être son contrat va pas être renouvelé l'année prochaine. Vous croyez... Et là, oui, effectivement, il faut défendre les femmes, il faut leur donner un peu plus de pouvoir, il faut mais c'est pas au niveau de la politique elle-même. C'est au niveau de leurs droits tout au long de l'année. Que des femmes ne puissent plus, excusez-moi, je continue sur Elbeuf, que des femmes ne puissent pas sortir en toute tranquillité dans les rues. J'ai vu une maman qui habite au Puchot qui m'a dit ma fille sort et si elle rentre un peu tard, elle met un voile pour pas être embêtée. Elle n'est pas du tout croyante, elle est française, mais si elle rentre après 10h, 11h, elle met un voile pour pouvoir rentrer chez elle sans risque d'agression. Je ne trouve pas ça tout à fait normal. On est au cœur du débat politique, là. Et vous allez répondre, Madame Lesage, parce que c'est vrai qu'en l'occurrence, en particulier, c'est le Parti socialiste qui a été mis en cause dans l'affaire à laquelle vous faites allusion, à savoir, est-ce qu'effectivement, il y a des candidats, malgré eux, qui ont été inscrits sur des listes du Front National, et la liste, en l'occurrence, présentée par votre collègue à Grand-Quevilly, a été annulée, invalidée par le préfet, et puis, vous répondez ce qu'on vient d'entendre, à savoir, oui, mais il y a eu des pressions. Madame Lesage. Alors pas du tout. Pour nos partis socialistes, il n'est pas question de faire pression ou quoi que ce soit sur les candidats et les candidates en particulier. Je crois que nous n'avons pas eu de difficulté, quant à nous, au parti, pour trouver des femmes, et même dans les petites communes. Et si on revient sur la parité, d'une manière générale, effectivement, on peut se poser la question des quotas, de la journée de la femme, qui a été officialisée pour la première fois en France en 1982 par François Mitterrand. Moi, je crois que ces mesures constituent un déclic en fait pour pouvoir faire avancer les choses. C'est vrai qu'on peut se poser la question de leur utilité, mais c'est vraiment là tout leur sens de provoquer un déclic pour faire évoluer les mentalités. Effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, les lois, la modification des scrutins pour les plus petites communes à partir de 1000 habitants. Donc on le voit bien, cette mesure va permettre à plus de 16 000 femmes d'entrer dans les conseils municipaux dès cette année, dès 2014, chose qui peut-être ne serait pas arrivée au moins avec autant de candidates. Donc ce sont des mesures très positives. L'intercommunalité également va être concernée par la parité pour faire avancer l'égalité entre les hommes et les femmes avec le système du fléchage. Et puis, ce sont aussi des mesures qui vont concerner, vous le disiez tout à l'heure, les futures élections cantonales, les futurs conseils départementaux, puisqu'il y aura une instauration d'un binôme paritaire pour ces élections qui permettront aux femmes d'être représentées dans des institutions qui sont majoritairement composées d'hommes. Vous n'avez pas répondu à la question. Alors, je sais que ce n'est pas la même commune, mais est-ce qu'il y a eu des pressions du Parti socialiste globalement sur ces candidats Front National? Si, c'est ce que je disais tout à l'heure. Nous, au Parti socialiste... Pas répondu directement quand même. Non, nous ne faisons absolument pas pression sur les candidates, sur les candidats de manière générale. Les choses se font naturellement et malheureusement, si certains partis vont chercher des candidates d'une façon... très discutable. Pour nous, ça n'est absolument pas le cas. Alors, on va parler maintenant de la façon de faire de la politique au féminin. Alors, vous allez me dire, c'est complètement ridicule, puisqu'on fait de la politique comme tout le monde, et puis pourquoi on parlerait de politique au féminin? Mais parce que, justement, il y a peut-être un peu moins de femmes dans les organisations politiques en général et au niveau des élections, et puis parfois, c'est vrai qu'on entend se dire, peut-être que les femmes sont un peu moins vaniteuses que les hommes, elles sont un petit peu moins orgueilleuses, et puis elles vont peut-être un peu plus au fond les choses. Est-ce que c'est vrai, d'après vous, Laetitia Sanchez en particulier? Est-ce que vous avez l'impression que les femmes, elles apportent aussi peut-être une autre façon de faire de la politique?
Pour moi, ça c'est un peu de l'ordre du stéréotype aussi sur le féminin, le masculin. Par exemple, est-ce qu'on demanderait à un homme comment il conjugue la vie politique avec sa vie familiale? Vous voyez, on ne le poserait même pas la question. Si, on peut poser la question par rapport aux femmes, on pourrait, mais le fait-on en réalité. Voyez, le fait-on en réalité, bon, il me semble, voilà, que les questions de compétences, après, c'est aussi la façon dont on est, dont on est éduqué, on parle de façon de faire de la politique. Est-ce que par exemple les hommes ne sont pas plus arrogants? Est-ce que les femmes sont peut-être un petit peu moins hargneuses, essayent d'aller un peu plus au fond des choses? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a déjà organisé des débats sur cette antenne, et je sais qu'à France Bleu aussi, sur les femmes en politique, et beaucoup de femmes nous ont dit, nous on est peut-être un petit peu moins, j'allais dire, oui, un peu moins hargneuses, un peu moins vaniteuses, et on essaye, parfois la discussion est plus facile. Il y a aussi des habitudes de pratique. C'est vrai que moi j'ai pu aller suivre des campagnes dans des petites communes où on voit que peut-être les hommes ont plus l'habitude de se mettre en avant de façon publique. Les femmes sont peut-être aussi encore un peu plus en retrait et ont moins l'habitude de la parole publique. Mais c'est tout ça qu'il faut développer aussi par l'éducation, par la visibilité qu'on donne aux femmes dans les médias pour développer un peu une confiance en soi qui permette de prendre sa place à égalité aussi dans toutes les représentations publiques. Est-ce qu'une femme qui s'exprime trop, on ne va pas la traiter d'autoritariste? Il y avait quelque chose d'assez amusant hier, je ne sais pas si vous avez suivi sur le Huffington Post, il y a eu un petit blog qui s'intitulait Et sinon je fais de la politique, qui a été lancé par l'eurodéputée Karima Delli, qui reprenait un petit peu tous les stéréotypes que les femmes peuvent entendre en politique. Voilà, bon, les filles, pas trop de bavardage, tu rentres chez toi parce que ton mari attend que tu lui fasses ses coquillettes, enfin des choses amusantes comme ça, mais qui sont vraiment entendues. Oui, voilà, on qualifie une femme qui s'impose d'autoritaire, de carriériste. Pour un homme, ça va être considéré comme normal. Vous voyez, tout ça sont des stéréotypes contre lesquels il faut évidemment lutter. Et puis, il n'y a pas de cerveau féminin, de cerveau masculin, de qualité féminine ou masculine. Tout ça, c'est l'éducation, ce sont les modèles que nous avons dans les médias, dans la vie publique, qui nous permettent d'évoluer et d'avoir une société plus égalitaire. Madame Laboussane, au PC, il n'y a pas de théorie des genres, pour reprendre une expression un petit peu à la mode et parfois un petit peu galvaudée en ce moment dans un débat nettement national, voire plus. La théorie des genres n'existe pas. C'est un terme qui est utilisé par des extrêmes pour cacher en effet le vrai débat. Je rentrerai pas là-dedans. Moi, ce que je sais, c'est que Thatcher ou Merkel, c'est pas une question qu'elle soit femme ou homme. Elles défendent un projet qui est surtout, on ne touche à rien, qui puisse empêcher l'ordre financier d'arrêter de régner. Avant tout, c'est ça. Moi, je me considère, quand je parle, certes, je suis une femme, je suis née comme ça, j'en suis fière, mais ce qui m'intéresse, c'est que on a, notamment dans le cadre de ces municipales, parce que c'est bien de ça qu'on parle, on a travaillé un projet ensemble, on n'est pas allé voir qui faisait des propositions dans la population, dans les associations qu'on a rencontrées. Ce qui nous a intéressé, c'est de dire aujourd'hui, notre légitimité de s'engager en politique, c'est que on a des ambitions, pas personnelle mais collective, de voir une ville changer, de voir un projet être plus réel en termes d'emploi, en termes de logement, plus en adéquation avec les besoins d'une ville. La touche supplémentaire que va pouvoir apporter Nathalie Naï ou Céline Brulin à Bolbec, c'est son engagement politique. C'est ses convictions que changer une ville, c'est possible, que s'attaquer au monde de l'argent et faire en sorte qu'il y ait un peu plus de bénéfices qui reviennent aux habitants plutôt que dans les poches des actionnaires ou les dividendes qui ne servent qu'à investir plus ailleurs que sur notre territoire. Voilà, elles ont des convictions de ce type-là. Et c'est ça qui nous fait différencier. Si demain, c'était une Thatcher qui se présentait au Havre, ça serait l'UMP en jupon, et c'est la même chose. Les idées d'abord, donc. Pardon ? Les idées d'abord. Bien sûr, les idées d'abord. Et pourquoi on s'engage en politique ? La question du binôme, pour moi, c'est une caricature. La vraie, on va être dans l'alternance. On voit ce que ça a donné, hein. L'alternance Sarkozy et là le PS qui n'est pas suffisamment sourd au chant des sirènes du marché. Demain, nous, notre vraie proposition, par exemple pour les élections départementales, c'est qu'une liste à la proportionnelle,
comme pour les municipales et les régionales, où il y a des hommes et des femmes en alternance. Et là, il y a la pluralité. Tous les partis peuvent être représentés. On est dans ce débat d'idées comme aujourd'hui, voilà. Mais pas de caricature. Les femmes, on a assez des clichés. Enfin, moi, en politique ou en tant que femme de vie citoyenne, j'en ai assez des clichés. Et en effet, toujours un peu les mêmes questions. Mais je comprends bien que ça vous préoccupe parce qu'on n'avance pas. Ça, ce sont des questions sociétales. C'est du domaine de la vie associative. La politique a avancé avec des lois. Il faut qu'elle avance, il faut qu'elle annume le binôme, par exemple. Voilà. Alors, je pense quand même qu'autour de cette table, personne n'est naïf au point d'imaginer que peut-être des femmes ont, en d'autres temps politiques, cautionné des listes de la même façon que c'était bien d'avoir des jeunes, que c'était bien d'avoir des gens issus des minorités visibles, franchement, c'est vrai. Et à l'UMP comme ailleurs, Madame Rousse, c'était aussi le cas pendant quelques années. Alors peut-être qu'effectivement, ça évolue. Alors, je voudrais revenir effectivement sur l'UMP, puisque effectivement vous nous disiez qu'on était mauvais élèves. Alors, il faut quand même rappeler un petit peu l'histoire, parce que au moment où les lois sur la parité sont sorties, c'est vrai qu'à l'UMP nous avions énormément d'hommes, et donc on peut pas faire sortir, excusez-moi l'expression, les vieux briscards, les pousser vers la sortie, alors qu'ils ont des compétences, ils ont une expérience, et on ne peut pas rénover un parti en un coup de baguette magique. Et est-ce que c'est aussi opportun de rénover un parti du jour au lendemain? On voit ce que ça donne quand on a des gens inexpérimentés au gouvernement actuellement. Il n'y a pas de ligne directrice, on est plus sur un certain amateurisme. Ça s'est vu sous d'autres gouvernements. Là aussi, parce que justement, peut-être en termes d'image, c'était bon de cautionner un pluralisme dans toute l'acceptation philosophique du terme, des femmes, des minorités visibles, et puis également des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Oui, mais alors là, on sort plus des stéréotypes. Alors, si vous avez effectivement une femme d'origine maghrébine, de surcroît qui vient du privé, alors là, c'est le jackpot, mais est-ce que c'est sérieux, franchement? On doit quand même faire évoluer la société à un autre niveau. Alors moi, ce que j'ai pu observer quand même au niveau politique, c'est que peut-être la particularité que les femmes ont, c'est que toute chose pour elles n'est pas une évidence, et elles ont plutôt une plus grande capacité à se remettre en cause. C'est effectivement l'expérience que j'ai eue et que j'ai pu observer. Par exemple, vous êtes remise en cause moi, je me remets en cause chaque jour dans ma vie personnelle et évidemment dans la vie politique que j'ai pu faire, effectivement, que j'ai pu mener. Et heureusement, c'est salutaire. Du côté de l'UDI aussi, on se remet en cause de temps en temps? Absolument, mais nous sommes à la veille des élections municipales. C'est une élection qui est la plus proche de la vie d'une femme et d'un homme d'ailleurs dans une ville. Nous allons parler des écoles, nous allons parler de services. Et moi, je me suis engagée en politique pour éviter un certain sectarisme qui est propre à certaines formations politiques. Nous allons être élus, nous ou une autre formation, j'espère que ce sera nous, pour servir tous les Rouennais. Et je pense que les femmes ont cette particularité d'être un peu plus ouvertes que les hommes, moins sectaires, plus sensibles et plus passionnés. Je vois Mme Lawson qui réagit, mais on va lui poser la question tout à l'heure. Comme quoi, finalement, même entre vous, le débat est réel. Mme Gilbert. Alors, on s'engage en politique quand on peut aussi s'engager en politique. Parce que les femmes, on a oublié une chose, c'est malgré tout le rôle premier de la femme, si elle le désire, c'est la maternité, c'est avoir des enfants et c'est les élever. Il est difficile de cumuler des enfants, un travail, des engagements associatifs et plus la politique. J'ai 6 enfants, j'ai passé un certain nombre d'années à m'en occuper. Là, j'aurais pas pu être sur un studio télé un samedi matin parce qu'il aurait fallu que j'en emmène un à la piscine, que j'aille en récupérer un deuxième après le cours de danse, qu'on se gère les devoirs. Donc il y a un temps pour tout aussi. Et il faut pas, contrairement, la femme et l'homme ne sont pas pareils. On n'a pas le même cerveau, on n'a pas le même corps, on n'a pas une grossesse, ça se passe, c'est 9 mois de notre vie, on a un bébé qui pousse dans notre ventre. C'est pas anodin. Il y a des choses qu'on peut pas faire. On peut pas courir pendant ce temps-là, on peut pas. Alors, il y a des femmes exceptionnelles, mais
C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc il y a un temps pour tout. Hein. Et après, effectivement, ce côté plus féminin, plus femme, hein, de voir la vie, va nous ouvrir les yeux sur d'autres choses et va nous permettre d'apporter quelque chose de plus. Mais pour moi, les hommes et les femmes, c'est une complémentarité. C'est pas on cherche pas l'égalité. Il faut que chacun apporte son expérience, sa vision du monde, et c'est comme ça qu'on avance. Hein. On peut partager les tâches malgré tout. Le mari peut peut-être accompagner un cours de danse un samedi matin. Ah oui, mais enfin, quand on a 6 enfants, on se les partage obligatoirement, mais il faut que ça tourne. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, je ne crois pas me tromper, je vais m'adresser à Madame Lesage, le gouvernement a décidé d'inciter de façon active les hommes à prendre un congé parental pour en quelque sorte rétablir un équilibre qui n'était pas obligatoire. Juste 30 secondes, oui, c'est la règle absolument scandaleuse. Les femmes pouvaient prendre 3 ans de congé parental pour s'occuper de leurs enfants. Hein. On leur a réduit de 6 mois. En échange de quoi on demande au mari de prendre les 6 derniers mois. Quand on connaît la différence qu'il y a entre les salaires, hein, est-ce que vous croyez vraiment qu'un couple peut vivre il n'y en a pas beaucoup. Genre, le travail, c'est souvent une obligation. C'est une obligation financière pour les femmes. C'est pas forcément un choix. Hein. Madame Lesage. Alors effectivement, comme vous le disiez, il y a un projet de loi qui est en cours, qui est porté par la ministre des Droits des Femmes, Najat Vallaud-Belkacem, un projet sur l'égalité homme-femme, un projet qui s'inscrit après tout un arsenal juridique important, hein, comme on l'a vu, que ce soit le droit de vote des femmes en 1944, que ce soit les lois relatives aux droits du corps, avec les lois Neuwirth, la loi Veil, ou bien encore la parité. Ce projet de loi, effectivement, vient compléter tout ça, puisque c'est une approche plus globale, effectivement, avec la conciliation homme-femme sur le congé parental notamment, mais bien d'autres choses qui vont au-delà de ça. Moi, je pense que, pour ma part, en tout cas, on peut tout concilier. Comme vous le disiez, la société a évolué et les hommes sont davantage prêts à effectuer des tâches qui, auparavant, étaient réservées aux femmes et participent nettement à l'éducation des enfants, notamment. Pour moi, tout est conciliable. C'est juste une question d'organisation, une question d'engagement. Moi aussi, je suis maman de 2 enfants, 2 jeunes enfants. J'ai ma vie professionnelle, mon engagement politique, et je peux tout concilier. Tout est conciliable. Il faut en parler en couple malgré tout, j'imagine. Oui, tout à fait. Voilà, exactement. C'est un choix de couple. Là aussi, c'est un travail d'équipe. C'est quelque chose qui se fait en concertation. Mais j'imagine que quand les hommes sont engagés en politique, eh bien, pour eux, c'est la même chose. Il doit y avoir un choix qui se fait à 2 et un vrai travail d'équipe. Alors, je voulais vous poser une question concernant le cumul des mandats. Et on élargira le propos avec vous toutes. Il y a 3 députés et une sénatrice, 3 députés qui se présentent à des élections municipales. Une sénatrice qui est maire sortant de sa commune, en l'occurrence il s'agit de Madame Gaouillet. Les députés, c'est Madame Chauvel, Madame Pan et Madame Grelier. Donc, en l'occurrence, est-ce que c'était indispensable, alors que vous prenez, vous, au sein du Parti Socialiste, le non-cumul des mandats, qu'elle se présente à l'occasion de ces élections? Parce que finalement, avant 2017, il va falloir qu'elles abandonnent probablement un des 2 mandats. Oui, alors là, l'image est toute symbolique aussi. Ce sont des femmes qui vont se présenter candidates, tête de liste. Pour la petite anecdote, Christophe Bouillon, qui est aussi député maire à Canteleu, lui a décidé par anticipation de la loi, puisqu'elle sera applicable. Il applique la loi tout de suite. Voilà, exactement. Voilà. Il a décidé lui-même de se l'appliquer avant 2017. Donc il ne sera pas candidat puisqu'il a laissé sa place, en l'occurrence, à une femme, Mélanie Boulanger. Donc là, on voit, c'est un homme et il a décidé d'appliquer par anticipation. La loi ne sera applicable qu'en 2017, donc ça, ce sont des choix tout à fait personnels. Et bien, en l'occurrence, ce seront donc des femmes qui seront candidates sur Fécamp, sur Sotteville, un peu partout. Voilà, exactement. Laetitia Sanchez, sur ce cumul des mandats. Alors vous êtes contre Europe Écologie Les Verts. Très clairement, le cumul des mandats successifs également, et le cumul dans le temps pour permettre un vrai renouveau de la vie démocratique. Il nous semble que c'est important que la politique ne soit pas professionnalisée et qu'on puisse vraiment avoir un renouvellement de nos représentants politiques.
Je voulais revenir un instant quand même sur la parentalité. Quand on entend des choses, voilà, sur la maternité, des choses qui renvoient à une essence de la femme, il nous semble que ce qui est moderne aujourd'hui, c'est vraiment de développer la parentalité, cette notion-là, et que c'est pour le bien-être en entreprise, par exemple, des hommes et des femmes, de concilier les temps de vie personnelle, familiale et professionnelle. Et on pourrait faire la même chose avec la politique. C'est vraiment ça qui va dans le sens d'une vraie parentalité. Et nous, dans la loi famille, on aimerait par exemple que soit inscrite également la garde alternée en cas de séparation, pour que chacun puisse, à titre égal, jouer son rôle, avoir des droits et des devoirs auprès des enfants. La parentalité aujourd'hui, c'est moderne, c'est une façon de permettre aux femmes de s'impliquer aussi davantage dans la vie professionnelle, politique et ainsi de suite. Voilà, vous n'êtes pas en retard sur votre temps de parole, donc je vous le dis, mais c'est pas un reproche, hein, c'est nous aussi qui dirigeons ce débat. Madame Lahoussen, est-ce que vous êtes favorable, on a entendu ça, par exemple à une organisation dans les instances politiques, qu'elle soit collectivité territoriale ou au niveau national, à un aménagement des horaires de réunion, etc., pour permettre véritablement un épanouissement et des hommes et des femmes dans le cadre à la fois de leurs fonctions électives et puis de leurs fonctions de parents? En effet, il faut qu'on mette en place ces mesures-là, dans la mesure où l'engagement politique, ça fait partie d'une chose normale, au même titre qu'on va travailler ou qu'on doit aller faire ses courses ou le sport. Cela dit, des choses comme ça, ça se met en place dans le cadre de quelle politique? Aujourd'hui, les politiques d'austérité qu'on connaît sont autant des freins à l'engagement qu'à la possibilité d'avoir du temps de travail. Il y a un petit peu trop de personnes qui sont plutôt à la recherche du travail. C'est ça qui me faisait un peu sourire tout à l'heure, mais sans animosité auprès de ma voisine. En effet, on va construire des projets locaux. Enfin, on va construire des projets avec les habitants, certains dans leurs bureaux, certainement, mais un projet égale pas l'autre. Le projet de logement social, certes, qui est mené à Gonfreville-Lorcher, par exemple, c'est pas le même que celui qui est mené au Havre. Donc, à un moment donné, il suffit pas d'être femme pour trouver les bonnes clés qui répondent à un projet d'aménagement d'un quartier qui permettent de trouver des réponses aux attentes des personnes. D'accord, il y a une spécificité féminine, qu'il faut des moyens comme ça, mais si demain les collectivités n'ont plus d'argent parce que le gouvernement n'a pas remis en cause des choix que le gouvernement Sarkozy a mis en place avant, demain on n'aura plus un centime pour gérer nos villes, qu'on soit homme ou femme, le service public il sera en danger. Voilà. Et ça aussi, on est porteuse de ces messages. Marie-Hélène Roux, quand on est élu, quand on a par exemple une délégation dans un conseil municipal, est-ce qu'on n'a pas tendance parfois à donner aux femmes l'éducation, la santé? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont parfois les finances? Est-ce que c'est difficile d'avoir un poste à l'urbanisme? Alors, c'est vrai qu'on se bat un petit peu contre des sentiers battus, hein, ça je vous l'accorde. À contrario, vous avez bien vu que le gouvernement, le premier gouvernement Sarkozy avait quand même mis des femmes à l'honneur, telles que Michèle Alliot-Marie à la Défense. Donc, tout ceci contribue à faire évoluer effectivement l'image de la femme sur des postes à responsabilité et non pas cantonnés, comme vous le dites si bien, à des postes liés à l'éducation et à ces thématiques. Pardonnez-moi, je vous interromps une toute petite seconde. On se souvient aussi, à contrario, des femmes qui avaient été nommées par Alain Juppé. À un moment, elles ont, pas toutes, mais enfin, il y a quand même une grande partie d'entre elles qui avaient disparu à l'époque. Et c'est vrai qu'on avait dit, c'est sympa, il y a des femmes dans les ministères, puis elles disparaissent en cours de route. C'est pas faux, ça, quand même. Non, c'est pas faux. Mais bon, je pense qu'il faut donner autant... Il faut donner le temps au temps et effectivement faire en sorte que des femmes puissent avoir des postes à responsabilité et avec des compétences à la clé. On n'a pas encore évoqué cette notion de compétence qui me paraît primordiale, parce que la parité, c'est un mot, mais les compétences, ça va bien au-delà. Alors, que ce soit d'ailleurs pour un homme ou pour une femme, il faut chercher ses compétences ou ses aptitudes à pouvoir gérer une ville. On va continuer avec vous, Madame Astier. Alors, j'ai pris quelques notes sur les premières ministres qui ont été nommées. Alors, en 1947 en particulier, c'est Germaine Poinceau-Chapuis, je le dis pour nos jeunes téléspectateurs, qui a été nommée ministre de la Santé publique et de la Population. Et ça n'était pas une sous-secrétaire d'État, comme ça avait été le cas notamment avant la guerre. Pour rejoindre la question de Delphine, est-ce qu'effectivement, il n'y a pas des gestes forts qui peuvent être faits? Et on le voit d'ailleurs avec le ministre des Sports actuel,
qui est une femme, évidemment, et là, personne ne se pose la question de savoir, par rapport à ses compétences, si elle est vraiment à la bonne place, parce que le sport, elle connaît. Tout simplement, je reviens sur deux choses. La sectarité, on n'est pas pour le bien-être des uns et pas pour le bien des autres. Là, dans l'économie, on ne trouve pas les moyens qui viennent toutes seules du ciel. Il faut que tout chacun, des fois, serre la ceinture pour trouver les moyens pour développer les projets. Pour revenir sur les rôles des femmes depuis la dernière guerre, nous avons quand même des exemples de femmes formidables comme Simone Veil, pour ne pas la citer. Mais revenons sur Rouen. Nous avons une femme qui est ministre aujourd'hui des Sports, mais nous avons aussi Catherine Morin-Desailly, qui, elle, je l'ai connue, sénatrice, mais je l'ai connue comme elle s'occupait de la culture à la ville. C'était une femme qui était ouverte, qui travaillait avec moi sur les projets internationaux très accessibles. C'est peut-être pour ça que j'avais, après, une affinité pour frapper à la porte de cette partie et pas une autre. Moi, j'étais choquée, comme ma fille était petite, elle est revenue de l'école pour dire que sa maîtresse lui avait dit que les femmes n'ont pas participé à la guerre. Donc, l'éducation... Grave erreur, c'est faux. Et dans un grand établissement, que je ne citerai pas. Donc, j'étais obligée d'appeler ma belle-mère, qui a été une grande résistante, pour qu'elle lui explique le rôle. Et donc, la femme, aujourd'hui, a autant de place que l'homme, et nous ne sommes pas ici pour polémiser là-dessus, je pense. Isabelle Gilbert, on parlait de compétences à l'instant. Est-ce que, voilà, quelles sont par exemple vos compétences à vous? Si vous aviez une délégation, si vous étiez adjointe, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Je suis plus passionnée par les idées, par ce qui fait avancer les choses, que par une compétence particulière. Il y a des compétences. Forcément, l'école, je commence à bien connaître, parce que mes enfants y sont allés, parce que j'ai... là, vous les finances, ça ne vous tenterait pas peut-être les droits de la femme, malgré tout. Faire avancer l'idée... ouais, non, c'est pas évident. Par exemple, si vous êtes élu à Elbeuf, vous êtes numéro 2 sur la liste de Nicolas Bay, vous nous l'avez dit tout à l'heure. A priori, je suppose quand même qu'on discute quand on prépare une liste. Bon, bah, toi, tu vas plutôt être adjoint ou adjointe chargé de tel ou tel domaine. Vous, c'est quoi votre domaine de prédilection dans ce cas précis? Alors, sur Elbeuf, très précisément, ce serait la sécurité, qui est un problème malgré tout récurrent. On a peut-être tort, mais on ne pense pas spécifiquement au rôle d'une femme dans ce domaine. Oui, mais c'est souvent les femmes qui sont victimes de l'insécurité. Ce sont les gens les plus faibles, pas seulement les femmes, je ne dis pas que les femmes sont faibles, mais les gens qui ont le moins les moyens, qui vivent dans les HLM, qui vivent dans les endroits où il y a des gros problèmes qui se passent. Il faut quand même savoir qu'au Puchot, à Elbeuf, de temps en temps, des voitures de police passent, elles se font tirer dessus à coup d'engin incendiaire ou des choses comme ça. Donc c'est pas toujours des endroits très faciles à vivre. Vous traversez la rue à vos risques et périls parce que des voitures passent à toute vitesse. Enfin, donc ça, c'est un sujet qui me passionne. Julie Lesage, c'est la sécurité aussi qui vous intéresse ou ce serait l'éducation? Alors effectivement, moi je ne suis pas le bon exemple parce qu'on parlait de stéréotypes, tout à fait, donc des domaines qui reviendraient plus souvent aux femmes, l'éducation, la petite enfance, voilà, des domaines assez... l'action sociale également. Moi, pour ma part, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à l'éducation, à l'enseignement, même si, par ailleurs, les finances sont aussi des domaines qui m'intéressent beaucoup. Mais si je prends l'exemple de ma commune, donc à Grand-Couronne, les femmes qui sont actuellement adjointes au maire ont des délégations comme justement les finances, l'urbanisme, les travaux, la prévention de la délinquance, donc des domaines qui pourraient sembler plus réservés aux hommes, mais qui finalement sont exercés par des femmes. Moi, je crois que c'est, comme on le disait, comme on l'a entendu au cours de ce débat, c'est plus une question de personnalité, une question de compétence également, et une question d'envie. Il n'y a pas à donner des domaines plus particuliers parce qu'on est une femme ou parce qu'on est un homme. Là, on est vraiment sur des questions de compétences. On n'a pas abordé une question d'ordre pratique tout à l'heure. On évoquait justement,
avec vous, Madame Laoussane, en particulier l'organisation au sein des collectivités territoriales. Alors, c'est pas insultant, hein, je vous le dis tout de suite, pour les élus, qu'ils soient de droite ou de gauche, au sein du conseil municipal de Rouen, mais on a coutume de dire que ces conseils municipaux, parfois, sont très, très, très longs, contrairement, par exemple, au Havre, où c'est plus ramassé dans le temps. Et on dit, les femmes qui ont effectivement beaucoup de fonctions, parce qu'elles travaillent, elles s'occupent de leur famille, et elles ont des responsabilités politiques. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, imaginer d'avoir une organisation qui permettrait, Madame Lesage, vous êtes à Grand Couronne, donc c'est encore différent, et puis vous ne savez pas comment ça va se passer, puisque c'est votre premier mandat éventuel si vous êtes élu. Rapidement, en conclusion, puisque c'est vous qui avez encore un peu de temps, est-ce que ça, c'est aussi important d'organiser la vie de telle façon qu'on puisse faire de la politique sans que ça prenne tout le temps, finalement? Pardonnez-moi, c'est très pratique, mais c'est la vie de tous les jours. Oui, bien sûr que c'est important. Alors là encore, dans ma commune, les conseils municipaux ne durent pas très longtemps, parce que on en organise régulièrement. On s'impose de faire avancer les choses de manière régulière. Donc, je pense que de cette façon, on peut concilier sa vie privée, son engagement politique, en organisant au mieux ses réunions, ses conseils municipaux, en faisant en sorte, effectivement, comme vous le disiez, que ça ne dure pas tard dans la nuit, jusqu'à tard dans la nuit. De mettre une deadline, comme on dit. Pourquoi pas? Très bien. Delphine, mesdames, merci beaucoup. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout de suite après les informations régionales qui sont présentées aujourd'hui par Béatrice Rabel. Et nous arriverons lentement mais sûrement vers la conclusion de ce débat qui, personnellement, m'intéresse beaucoup et que je trouve passionnant. À tout à l'heure. Merci.